Good morning, bonjour. Comment allez-vous? Très bien? Excellent, excellent. Je m'appelle Jeffrey Mote, je suis le PDG de Pallium Canada. I'm Jeffrey Mote. I'm the Chief Executive Officer of Pallium Canada, and I am pleased to be your moderator for today's session. Et j'aimerais vous accueillir chaleureusement dans cette salle, mais surtout aux milliers de personnes qui se joignent à nous en ligne à travers le monde. C'est en effet une séance planétaire. Et la séance d'aujourd'hui est intitulée La plus grande session éco sur les soins palliatifs au monde. Des soins palliatifs pour tous et par tous, un grand village planétaire. On voit que c'est très inspirant de voir tout le monde ici ensemble et il y a d'autres personnes pour qui c'est déjà l'après-midi ou le soir, dépendamment de là où ils se trouvent dans le monde. On va parler des soins palliatifs à l'échelle mondiale. Mais avant de commencer, il y a quelques points d'ordre administratif. La séance sera enregistrée et sera rendue disponible dans les 7 langues. Il y a de la traduction simultanée en ligne offerte dans 7 différentes langues et les liens de la séance enregistrée seront envoyés à tous les participants la semaine prochaine et sera aussi disponible sur le site web. Nous allons ouvrir la séance des questions-réponses vers la fin de la discussion du panel. Attendez et soyez patients et le clavardage sera aussi disponible en ce moment-là. Et donc, rapidement, j'ai le plaisir d'introduire les panélistes d'aujourd'hui qui sont avec nous en présentiel et en ligne. Il y a Leslie du Royaume-Uni, il y a Pana Gupta des États-Unis et Dr. Luis Fernando Rodriguez du Brésil et Dr. Olivia Nguyen du Québec, Canada et Sarah Nyariki du Kenya, Dr. José Pereira de l'Espagne et Dr. Sue David qui représente l'Inde. Et tout le monde a soumis une déclaration de conflit d'intérêt. Et maintenant que nous allons rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais reconnaître quelques objectifs d'apprentissage que nous souhaitons réaliser et vous devez être capable de sortir d'ici en ayant compris l'importance d'intégrer les soins palliatifs dans les soins primaires à travers les différentes spécialités à travers la communauté, identifier les stratégies pour promouvoir la collaboration internationale et voir comment décrire des études de cas réels et voir comment refléter les engagements envers des soins palliatifs à l'échelle mondiale. Donc, avant de continuer la présentation, j'aimerais reconnaître que le projet est appuyé par une contribution financière de Santé Canada et les points de vue qui seront partagés ici aujourd'hui ne représentent pas nécessairement celles de Santé Canada. Alors, avant de commencer, j'aimerais lancer officiellement le début de la plus grande session éco sur les soins palliatifs au monde. Et vous en faites partie. Excellent. J'ai le plaisir de présenter Dr. Sanjif Arora, le fondateur et le directeur général du projet ECO. C'est un modèle révolutionnaire qui offre du mentorat pour transformer et assurer la durabilité des bons systèmes de santé pour assurer l'accès aux soins de santé à tous. Et vu qu'aujourd'hui, nous sommes là pour améliorer la qualité et l'accessibilité aux soins palliatifs, pour tout le monde à travers le monde. Joignez-vous à moi pour l'accueillir. Merci. Merci beaucoup, Jeffrey. Je suis vraiment honorée d'être ici et j'aimerais féliciter Jeffrey pour cette excellente idée. Je pense que j'ai commencé le projet ECO il y a 20 ans avec un seul objectif pour réduire la souffrance humaine et on savait qu'on était au bon endroit au bon moment. Et si on n'était pas là-bas, on n'allait pas obtenir les soins nécessaires. Et c'est vrai, il y a certaines personnes qui ne reçoivent pas de la valeur appropriée aux soins ou pour les soins. Mais on voit votre collaboration ici avec tout le monde. Si nous pouvons réaliser nos objectifs d'avoir
des soins offerts à tout le monde dans le monde, donc des soins palliatifs. Et ce serait important pour nous de réduire la souffrance et on veut démocratiser la mise en œuvre des pratiques exemplaires. Et maintenant, il y a 420 centres à travers le monde au Carrefour. Et j'invite tous ceux qui ne font pas partie de ces centres-là à se joindre à nous, vu qu'il y a la participation dans 210 pays. Et maintenant, nous avons 6,5 apprentissage depuis les 9 mois et demi. Et il y a un autre 1,5 million de personnes qui se sont joints à nous. Et j'espère que grâce à votre leadership, toutes ces personnes vont recevoir des soins, des formations en soins palliatifs. Et en ce moment, nous avons le modèle ECHO qui est différent de la formation régulière. C'est une formation à faible intensité, mais à haute fréquence. Et maintenant, nous avons 640 publications qui ont démontré que c'est vraiment efficace par rapport à la mise en œuvre. Prochaine diapo, s'il vous plaît. En général, nous avons 495 programmes de soins palliatifs éco dans le monde et nous avons 120 centres à travers le monde dans 20 pays et nous voulons nous rassurer ici que tout le monde participe, que vous fassiez la promotion du message auprès de tout le monde pour nous permettre de commencer de nouveaux pôles au centre. Et prochaine diapo, s'il vous plaît. On va sauter quelques diapos. Et vous pouvez aussi vous impliquer en devenant des partenaires. Vous pouvez créer votre propre pôle au centre dans n'importe quel coin du monde. N'hésitez pas à nous écrire. Envoyez-nous un courriel éco réplication à commercial salut de point UNM EDU et nous allons travailler ensemble pour vous aider à mettre ceci sur pied dans vos propres communautés. Merci Jeffrey pour cette opportunité et merci de l'opportunité que vous nous donnez d'organiser ou d'héberger le plus grand programme en soins palliatifs au monde. Merci. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons passer à la discussion du panel et il y a un groupe fantastique de panélistes à travers le monde qui sont réunis ici aujourd'hui pour nous parler des différentes approches et des pratiques exemplaires pour améliorer les soins palliatifs au sein des communautés et à travers les pays. Et comme je l'ai dit plus tôt, tout au long de la discussion, je vous encourage à penser aux questions que vous souhaitez poser aux panélistes. Donc, soyez patients. Attendez la fin de la présentation des panélistes avant de poser vos questions en utilisant la fonction questions-réponses. Et maintenant, j'ai le plaisir de présenter Leslie Godburn du Royaume-Uni et défenseur ayant une expérience vécue en soins palliatifs après la mort de son mari du cancer. Elle a dévoué sa vie à améliorer les soins palliatifs. Alors, bonjour Leslie. Bon après-midi à tous. C'était un réel plaisir pour moi d'être ici cet après-midi et on va essayer d'avoir les diapos. Malheureusement, mon mari est mort 33 jours après avoir reçu le diagnostic du cancer du pancréas. Et c'est pas inhabituel. Et les soins qu'on a reçus n'étaient pas vraiment offerts avec compassion, vu ce dont on avait besoin. 6 mois après la mort de 7, je me suis assise et j'ai revu ces dossiers médicaux et j'ai vu ce qui s'est passé et j'ai commencé à envoyer des lettres ou des courriels aux professionnels de la santé parce qu'en effet, on voulait comprendre ce qui s'était bien passé et ce qui ne s'était pas bien passé. Et après, on nous a fourni des informations et après 8 mois, il n'y avait pas toujours de changement. Et j'ai contacté Hospices
pour parler des ressources en éducation. Et on a vu ce qui s'est passé en 2016-2017. Et depuis les 10 dernières années, j'ai fait la défense d'intérêts pour sensibiliser les gens afin d'obtenir le soutien social et améliorer les soins en fin de vie. Et initialement, on n'avait vraiment pas partagé individuellement avec des gens. Et je vais vous lire un court résumé de ce qu'on m'a envoyé. C'est la fin de la lettre et ils concluent en disant que vous avez l'occasion de penser à ce qu'il faut dire et faire et voir comment agir. Alors, c'est important de penser à comment les actions pourraient affecter quelqu'un qui est en train de mourir. Et il faut aussi refléter des comportements, de la compassion et des attitudes qui pourraient affecter ceux qui vont perdre un être cher. Et ici, avant ma mort, je vais continuer à avoir de la compassion. Malheureusement, elle n'a pas de micro, donc c'est pas évident d'entendre l'interprète, d'entendre la présentatrice. Et elle a parlé ici de la fin de vie. Et cette lettre est devenue une ressource de formation afin que cela soit un outil d'apprentissage. Et j'aimerais vraiment préciser que la compassion, l'écoute des autres est important. Cela nous permettra de répondre aux besoins, aux aspirations et nous permettra aussi de mettre sur pied le concept de prise de décision partagée et de mettre l'accent aussi sur l'honnêteté et la bienveillance ou la gentillesse. Et nous devons vivre avec les gens, car ces personnes qui sont en train de mourir continuent de vivre et nous devons nous rassurer d'écouter et de répondre et de soutenir ces personnes afin de leur permettre de réaliser ce qu'ils veulent. Seth voulait mourir à la maison, mais les procédures en place ne lui ont pas permis de le faire. Il est mort à l'hôpital et j'aimerais que tout le monde ait l'occasion de faire leur choix. OK, merci beaucoup, Leslie, pour cette histoire très touchante et votre engagement, Leslie, envers l'amélioration des soins en fin de vie au Royaume-Uni sont très inspirants et merci beaucoup. On voit des leçons à tirer de ce que vous avez partagé avec nous. Et maintenant, on va passer à notre prochain panéliste des États-Unis, Aparna Gupta. Elle est la vice-présidente de l'Organisation de soins en fin de vie et elle est ancienne infirmière, avait plus de 20 ans d'expérience. Elle travaille pour améliorer les soins de santé et dans la gestion des maladies complexes. Merci, Jeff, et bonjour à tous. Je suis ravie de participer à cet événement unique et c'est très touchant de voir que nous nous réunissons avec des participants à travers le monde et d'être avec des gens qui ont plusieurs expériences vécues. On voit ici qu'il y a un énorme besoin de sensibiliser les professionnels en soins de santé, surtout pour les personnes et les familles qui pourraient être victimes et apprendre les pratiques exemplaires et l'expertise clinique pour gérer ceci demeure très importante. Mais nous devons aussi nous focaliser sur les soins à fournir et de voir ce que la famille ou les prestataires de soins vivent ou les personnes aidantes. Et comment est-ce que nous pouvons nous rassurer qu'il n'y a pas qu'on offre ce dont les personnes aidantes ont besoin. Il y a plusieurs éléments qui font partie, incluant les structures efficaces et humaines. Et tout au long de notre travail de sensibilisation auprès des professionnels de la santé, on a fait des évaluations de besoins. Vous voyez le calendrier ici. Et l'objectif est de former les professionnels dans les domaines clés de soins palliatifs. Et il y a plusieurs sujets. Il y
a des soins palliatifs ruraux, il y a de la dynamique familiale complexe et de voir comment déterminer les pratiques exemplaires à titre d'exemple et peut-être à quoi ressemble de l'alimentation ou le fait de boire volontairement ou arrêter de le faire. Et les soins aussi se focalisent sur la reconnaissance des diversités, des traditions et des croyances comme faisant partie intégrale des gens. Et nous devons donc offrir des modèles diversifiés afin de soutenir tout le monde. Et un autre aspect ici sont les pratiques exemplaires pour offrir et normaliser les soins individuels et cela va nous permettre de comprendre les besoins de nos patients. Et nous devons nous focaliser sur comment être engagés et assurer une meilleure qualité de vie pour les personnes qui reçoivent les soins ainsi que les personnes aidantes. Et les processus sont aussi importants et vous allez voir ici un exemple du modèle vu l'évolution. Ceci inclut les parties prenantes, notre équipe, ainsi que les participants. Il y a un modèle de cas, on apprend du terrain et on a réuni les gens ensemble pour parler de leur expérience sur le sujet et la discussion. Prochaine diapo, et ceci dit, aucun programme clinique ou éducationnel n'est complet sans l'évaluation. Et nous sommes ravis de partager des séances sur ces différents sujets. Et malgré que les séances demeurent évolutives et que le contenu demeure disponible. Nous avons été chanceux d'avoir un public mondial qui s'est joint à nous et en effet, ça nous permet de toucher des sujets clés afin de voir comment offrir des soins. Alors, merci de l'occasion que vous nous avez donnée de partager ce que nous faisons et on a hâte de contribuer davantage et de voir comment nous pouvons continuer à échanger en matière de soins palliatifs. Merci beaucoup. OK, maintenant allons au sud. Luiz Fernando Rodrigues du Brésil, c'est lui qui dirige l'unité de soins palliatifs à Sao Paulo. Il a été formé en gastro-entérologie et après il s'est spécialisé en soins palliatifs en Amérique latine et maintenant il fait un doctorat en santé publique. À vous la parole. Bonjour, bonjour à tous et bienvenue à tous ici. Merci pour cette occasion. Je vais essayer ici de partager avec vous comment on travaille ici au Brésil. Alors, afin de vous permettre de comprendre, voici le Brésil. Qui a une taille de plus de 8 millions de mètres carrés. On a plusieurs États, 26 et un district fédéral. Et on a l'implication des régions à travers le pays. Au nord du pays, là où je vis, il y a notre hôpital ici que vous voyez au bas de la diapo. Il y a aussi nos unités de soins palliatifs avec 50 lits et une clinique externe et une équipe là aussi pour offrir des soins. Et ceci vous permettra de comprendre que notre région est divisée en deux. Et au Brésil, c'est très commun de partager les États et les régions, vu les départements de santé régionale pour nos ressources. La prochaine diapo est comment est-ce que nous réalisons notre travail et comment travaillons-nous? Donc, nous nous sommes rencontrés et on a établi un partenariat avec CESA et ils nous ont montré la possibilité de mettre sur pied un projet éco parce que c'est eux qui ne menaient pas qu'à le projet éco pour l'Afrique aussi. Et quand on a appris avec eux comment lancer et gérer ce programme éco-là, on a commencé avec 5 thèmes. On a créé un horaire, un calendrier et on invite généralement. Et chaque fois qu'on lance une nouvelle cohorte, on ouvre l'inscription, on débute le cycle et les séances se déroulent chaque 15 jours. Et maintenant, nous sommes en plein troisième cycle et chaque cycle dure en moyenne 10
18 mois et nous changeons, on a changé initialement et on a pu réaliser cette moyenne. Et en fin de cycle, il y a une cérémonie de remise de certificats. C'est juste pour célébrer les réalisations. Et voici les résultats. On a eu moins de patients qui ont été recommandés en 2018 à la suite du début du programme. Malheureusement, on a eu moins de morts. On ne sait pas comment expliquer ça, mais ce qui s'est passé est que les patients qui ont reçu des soins, des professionnels formés ont eu plus d'occasions de mourir à la maison et on a vu une importante différence du point de vue statistique. Et un exemple ici à vous donner, en septembre 2019, on voit ici un exemple d'une cérémonie de remise de certificats pour ceux qui ont participé. Alors, merci beaucoup. J'ai vraiment résumé en effet ce qu'on a fait et moi, je suis vraiment ravie d'avoir partagé cette expérience avec vous. Merci beaucoup.
OK, maintenant nous allons retourner à nos panélistes virtuels. Sarah Nyariki du Kenya, elle est infirmière autorisée avec un baccalauréat ou une licence en soins infirmières et elle est la coordonnatrice du programme ANPA au Kenya. Sarah, à vous la parole. Merci pour l'occasion de faire partie de ce congrès et c'est vraiment une opportunité rare vu que les gens se sont réunis à travers le monde et vous savez, on voit ici. Et je vais passer directement à mon point de présentation ici. On a entendu parler de comment accroître la sensibilisation sur les soins palliatifs à travers le pays. Deux fois, il y a des incompréhensions sur ceux qui ont besoin des soins palliatifs, vu que il y avait des incompréhensions, vu que les gens mouraient et ceux qui n'avaient pas d'espoir. Alors, on s'est demandé comment est-ce que nous pouvons mieux incorporer les soins palliatifs dans tous les domaines de soins dans le pays. On a parlé de sensibiliser les individus et les familles et c'est là qu'on a commencé par outiller les travailleurs en soins de santé communautaire afin de leur permettre de comprendre ce qu'est les soins palliatifs afin de voir comment éliminer les méfaits plus tard dans la vie. Et donc, on a essayé de mettre sur pied des liens et des connexions avec les familles, les individus et les établissements. On a vu les centres de soins et aussi, il y avait le renforcement de capacité parce que si les gens sont déjà sensibilisés, on va voir comment référer les patients. Mais encore une fois de plus, c'est important pour le personnel de comprendre ce que sont les soins palliatifs. Donc, on a à tous les niveaux de soins palliatifs, on a fait participer les gens. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Oui. Et après la sensibilisation ou la formation, c'était important de penser à comment mieux incorporer cela dans le continuum de soins. Donc, dès le dépistage des personnes qui ont besoin de soins palliatifs à l'étape de rétablissement, parce qu'en effet, on sait que les soins palliatifs vont au-delà. On parle du deuil et tout à un moment donné, tout le monde aura besoin de soins palliatifs. On doit parler des différentes approches des consultants et du personnel en laboratoire et ceux qui vivent le deuil. Et nous devons offrir les meilleures pratiques de soins palliatifs. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Et la dernière chose sur l'intégration des soins palliatifs, c'est de penser au-delà de la mise en œuvre, mais nous devons aussi voir les effets à long terme. Comment est-ce que nous pouvons nous rassurer d'avoir un plan durable? C'est à travers la création des plateformes de formation. On a pu participer au projet ECO en soins palliatifs qui a été lancé depuis les 3 dernières années et on fait des évaluations et on met aussi des affiches et on essaye de d'offrir des formations et des évaluations. Et c'est vrai, on démontre en effet ce qui fait partie de la formation. Mais ceci dit, nous sommes capables de mettre en œuvre la télécommunication pour faciliter la communication entre les maisons et ceux qui doivent rendre visite. Et on a publié des articles en ligne et en même temps, nous avons pu imprimer un manuscrit afin de faciliter l'obtention des connaissances vu les changements au cours de la dernière année. Alors, en partageant ce que nous avons fait, ceci va nous permettre d'avancer. Merci de nous avoir invités à faire participer de cette équipe mondiale et je suis vraiment honorée. Merci beaucoup. Merci Sarah. Excellent. Merci beaucoup.
Je ne pense pas que les panélistes vous entendent les applaudir. Merci beaucoup. Et maintenant, je pense que je connais ce monsieur. Docteur José Perra, il est en Espagne. Il est médecin en soins palliatifs et il est professeur à la faculté de médecine à l'Institut Construa y Sociedad à l'Université de Nevers ainsi que à l'Observatoire mondial. En plus, il est conseiller scientifique auprès de Pallium Canada. Il a dirigé le développement des cours. Alors, José, à vous la parole. Bonjour à tous. C'est excellent d'être avec vous ici depuis l'Espagne et je dois vous dire que c'est une charge énorme pour moi de représenter l'Espagne car je peux penser à d'autres personnes qui ont vécu et travaillé ici depuis toute leur vie. Mais moi, ça fait juste à peu près quoi, 2 ans que je vis ici, mais j'apprends, je m'immerse vraiment dans l'excellente culture et la tradition de l'Espagne et j'ai collaboré au fil des années avec des collègues en Espagne et en effet, voici quelques faits saillants. Et je me suis spécialisée dans les soins dans les années 90 à Edmonton, Canada. On essayait de voir comment mettre sur pied des programmes de soins palliatifs mutuels. On a travaillé avec Barcelone, Catalogne et les Canadiens, ainsi que l'équivalent des provinces. Donc, en faisant ceci aujourd'hui, j'aimerais partager mes points de vue comme quelqu'un qui est proche du Portugal. C'est vrai, j'ai travaillé au Canada et je suis née ailleurs, en plus d'être médecin et récemment en tant que prestataire de soins ou personne qui fournit des soins. Non, l'Espagne, comme le Canada, a une association en soins palliatifs national qui est très actif. Et l'association a fait un excellent travail de promotion des soins palliatifs à travers les différentes communautés. Et je parlais de ça et je parle des 30 ans ou du 30 ans de travail sur comment intégrer les systèmes de soins palliatifs. Et il y a un travail qui a été fait par la Fondation, par exemple, en Espagne, un mouvement qu'on ne voit pas trop, et ceci inclut l'Espagne et le Portugal. Et ils ont fait un excellent travail à travers le pays ainsi que avec plusieurs autres organismes communautaires. Et j'aimerais ici parler du New Health Foundation, donc la formation en nouvelle santé. Donc, ils travaillent avec des communautés de compassion. Et en 2015, il y avait le plan de parler de ces communautés de compassion. Il est venu partager son expérience avec nous. Il a fait un excellent travail en soins palliatifs de pédiatrie ici. Et on voit qu'il y a du travail excellent en recherche ou de pionnier qui a été mené aussi. On voit le développement d'un tout nouveau hôpital en soins palliatifs et l'université pour laquelle je travaille, il y a un travail international qui a été effectué. Et comme c'est le cas dans tous les autres pays, il y a quelques lacunes. Et quelles sont les lacunes? Et je vais parler de ça sous peu. Prochaine diapo, ceci vise à souligner juste certaines organisations et je pense que vous allez reconnaître certains de ces logos vu que le travail a été fait à l'échelle mondiale. Et prochaine diapo, quels sont les domaines clés de reconnaissance accrue? Probablement, vu les autres juridictions, on voit les soins palliatifs primaires. Donc, c'est question d'équiper les prestataires de soins primaires. Dans la prestation de soins palliatifs. Par exemple, on a commencé un projet pilote ici en Espagne avec eux à l'Université de Nevada et la fondation va mettre à essai le concept de Pallium Canada en Espagne. Et nous voulons aussi souligner le travail excellent que nos collègues ont mené sous la direction de Dr. Scott, le travail qui est fait
On voit aussi le travail qui a été fait en Australie et ce qui est plus important, c'est la mobilisation des communautés vu l'approche en santé publique et ce qui a été fait dans les Pays-Bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, José. Et le dernier, mais certainement pas la moindre, docteur Sidevi Warrior. Elle se joint à nous depuis l'Inde. Elle est éducatrice clinicienne et elle a obtenu la bourse prestigieuse et elle est membre de la faculté pour plusieurs programmes de formation et membre associé pour Palliative Works au Royaume-Uni. Merci beaucoup. Je vais parler de mon pays ici. Merci beaucoup. Donc, nous avons l'un des pays les plus populaires. Il y a à peu près 1,4 milliard de personnes et il y a plusieurs langues officielles aussi. Et on voit qu'il y a un maximum aussi. Et ceux qui sont formés au Royaume-Uni et dans les 18 autres États, il y a à peu près la même population que celle des États-Unis. Et on voit que juste un tiers est là. Et si on voit la carte mondiale à droite, c'est un indicateur ici du niveau de soins palliatifs. On ne trouve pas ça partout. En dépit du fait que l'Inde a une énorme population, il y a très peu de soins palliatifs. Et ici, on voit qu'il y a plusieurs millions de personnes qui ont besoin de ces services. Et donc, la prochaine diapo, et on voit ici que certainement la gestion de douleur doit être revue. Elle n'a pas de micro, donc c'est pas nécessairement évident pour nous les interprètes. Et on voit ici que, il y a des limites. Donc, grâce à la co-collaboration, on a pu toucher plusieurs milliers de personnes et on fournit aussi des subventions à plusieurs écoles de médecine au Canada et ceci permet aux jeunes docteurs d'être formés et nous devons donc être capables d'attirer l'attention de ces personnes. Et la prochaine diapo, s'il vous plaît. Et pendant la pandémie de la COVID, voici un exemple de comment on a tiré parti de ça, du projet Pali COVID Eco. On a pu gérer et on a mis sur pied un programme Pali COVID Eco qui a vu un élan accru rapidement et on a vu comment offrir des soins palliatifs à tout le monde. Et après, on a vu le pouvoir de la formation rapide en soins palliatifs. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de parler du travail que nous faisons. Merci beaucoup, docteur. OK, donc, merci encore une fois de plus à tous les panélistes de vous être joints à nous ici à travers le monde. C'est clair qu'il y a un bon travail inspirant que vous faites en termes d'amélioration des soins palliatifs. C'était comme si on essayait de rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger rapidement pour pouvoir être courtois. Et maintenant, ce qu'on aimerait faire, c'est d'ouvrir la section questions-réponses ici aujourd'hui. Et on vous invite donc à venir prendre le micro. Et pour ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions en cliquant sur la fonction Q et A ou questions-réponses. Vous pouvez soumettre vos questions et moi, je vais passer à cet appareil ici, vu que je vais recevoir les questions en ligne pour les lire. OK, on va vous donner quelques instants. Ne soyez pas timide. Sentez-vous libre de vous lever. OK, je vais débuter donc.
Et encore une fois de plus, à tous les panélistes, en pensant aux approches d'innovation que vous avez mis en œuvre, quels sont certains défis les plus importants auxquels vous avez été confrontés par rapport à la mise à échelle et à la durabilité de ces modèles? Est-ce que quelqu'un aimerait répondre? Je peux répondre à la question parce que je viens d'un pays assez diversifié et il y a plusieurs langues qui sont parlées et c'est un défi auquel nous sommes confrontés et nous devons offrir les programmes dans plusieurs différentes langues et non juste en anglais. Et le deuxième défi est la disponibilité de la connexion Internet dans des zones éloignées et généralement ici, c'est là où on débute les conversations et on voit que dans les pays les plus proches, on voit les programmes importants, vu qu'il y a tous les avantages. Merci. Est-ce qu'un autre panéliste aimerait répondre? Jeff, pour moi, c'était vraiment une réponse très pertinente. L'allocation des ressources est très importante et c'est vraiment connecté à une de nos priorités. Pourquoi est-ce que nous avons mis sur pied ce modèle et qu'est-ce que nous souhaitons réaliser? C'est important d'identifier les ressources de façon proactive et de penser à comment allouer les ressources. Comment est-ce qu'on accroît l'efficacité? Oui, on commence le processus et quand le processus fonctionne, comment est-ce qu'on assure la mise à échelle et comment est-ce qu'on crée un processus modifiable? Et pour finir, il faut vérifier l'efficacité. Est-ce qu'on a vu que l'innovation va avec les rétroactions en continu, d'informer le public, de voir ce qu'ils ont à dire pour voir si ça fonctionne. Et par la suite, nous modifions nos processus en nous rassurant de maintenir l'efficacité tout au long. Et l'allocation de ressources est vraiment très important pour assurer l'innovation et l'entretien du processus. OK, merci beaucoup. Nous avons une question ici du public. Allez-y, oui, j'ai une question sur les ressources ici. Si j'ai bien compris, est-ce que ce sont des bénévoles qui travaillent pour vous aider à réaliser ce projet? Et si c'est le cas, est-ce qu'il y a un plan en place pour accroître l'efficacité au sein de l'organisation et donc ce qui nécessiterait moins de main-d'œuvre de bénévoles et on va donc voir qui partagera les connaissances. Oh, Apana, allez-y. Je vois que Sarah a la main levée. Oui, absolument. Il faut un village, tout un groupe. On parle du projet modèle éco, de comment démocratiser la connaissance et de travailler avec tout le monde. Pour nous, on n'a pas eu de financement externe et c'est question de la passion et de la volonté de diffuser. Et c'est vrai, on utilise les ressources internes, mais on utilise aussi les ressources de bénévoles, ceux qui croient au sujet, surtout pour la diffusion et la sensibilisation. Et c'est ceux qui viennent au travail et s'impliquent absolument. C'est vrai, nous devons assurer l'efficacité et demeurer présents afin d'offrir au public ce dont ils ont besoin et de voir le nombre de bénévoles avec qui nous allons travailler. Alors, merci à Pana d'avoir répondu ici. Je pense que Sarah a des commentaires. Sarah, vous la parole. Oui, Jeff, je pense que c'est important que nous devons faire l'évaluation axée sur les risques pour peut-être essayer d'orienter les idées afin d'assurer que les gens adhèrent aux idées. Parce que rappelez-vous, si les gens n'adhèrent pas à vos idées, la mise en œuvre sera difficile. Alors, en effectuant une meilleure évaluation de besoins, on pourra comprendre ce qui est meilleur et on pourra donc voir les besoins. Et deuxièmement, ici, c'est question d'essayer de profiter des ressources locales disponibles. Et c'est vrai, il y a des différentes personnes qui ont des différents contextes politiques et tout. Donc, cela pourra affecter la mise en œuvre et la durabilité des programmes
Et en essayant de travailler avec les locaux, on va pouvoir voir exactement ce que nous n'avons pas, question d'assurer la durabilité en matière de planification. Donc, nous devons travailler de façon clé afin d'assurer l'innovation. Rappelez-vous, il faut que tout le monde adhère dès le départ pour partager les idées et après on pourra parler de la vision du programme. C'est important pour nous de le faire et de fois, on manque le bateau. Merci beaucoup, José. Est-ce que vous avez des commentaires? Oui, s'il vous plaît, pour ajouter à ce que vous avez dit, vu les défis, et ceci rejoint la question de notre collègue dans la salle. On voit depuis la fondation dans les années 2000 de Pallium Canada, ce qu'on a vu est que le bénévolat est très important et nous ne pouvons pas juste compter sur le bénévolat. Si les gouvernements réalisent qu'il y a un bon investissement qui a été fait ou que nous faisons pas juste pour le bien-être des patients et leurs familles et des gens qui sont en fin de vie, mais si le gouvernement aussi reconnaît l'avantage pour des systèmes de soins de santé parmi tant d'autres qui causaient des réductions de coûts, donc il devrait aussi investir dans des initiatives qui pourraient promouvoir l'esprit de soins palliatifs au sein des différents systèmes de soins de santé. On ne peut pas juste le faire gratuitement ou compter sur les bénévoles. Le financement est nécessaire. Et de nouveaux modèles, comme celui que vous nous avez aidé à créer au Canada, le modèle d'entreprise sociale, ces modèles-là sont nécessaires. OK, merci José, c'est vraiment apprécié. Est-ce qu'il y en a un commentaire de Leslie? Oui, Leslie, allez-y. Oui, il y a le bénévolat et le rôle des expériences vécues. Généralement, les expériences vécues incluent les bénévoles. On aimerait vraiment que les personnes ayant des expériences vécues participent, mais aussi avec les droits qu'ils ont, ouais, ils sont des experts vu leurs connaissances et leurs expériences. Et c'est question de les prendre en considération aussi. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a plusieurs obstacles et pour créer le changement, de fois c'est difficile. Mais Olivier Amor a parlé d'un monde de richesse, des interactions. Et quand on réalise que c'est un pas à la fois qui compte, on réalise qu'en effet, les soins palliatifs seront meilleurs. Pour moi, je crois en effet qu'il y a eu une amélioration en matière de soins palliatifs comparé à il y a 15 ans. Et avec ce projet ECHO et le congrès ici, depuis les 3 derniers jours, et quand on parle à d'autres personnes, qui font des petites choses, on réalise en effet qu'on fait un excellent travail et ceci nous donne de l'espoir et nous propulse davantage. OK, excellent. OK. Oh, il y a plusieurs questions en ligne. OK, allons-y. Et je pense que vous avez déjà parlé de ça et peut-être on va voir le point de vue de plusieurs autres panélistes. Selon pour les panélistes, qu'est-ce qui est plus important en matière de gestion de changement culturel dans la mise en œuvre d'une approche de soins palliatifs? Qui aimerait commencer? Oui, Jeff, je peux essayer de répondre rapidement vu mes expériences ainsi que en tant que personne qui a fourni des soins. Et une expérience commune à travers les cultures, c'est l'incompréhension où les gens pensent que les soins sont juste importants en fin de vie. Non, je pense qu'au fur et à mesure que cela va changer, les gens vont commencer à voir les avantages de mettre en œuvre ou d'intégrer les soins palliatifs dans les soins. Et on doit voir en effet ce sur quoi on s'attarde à travers les différentes cultures. C'est vrai, il y a des éléments uniques dans chaque culture et tradition, mais il y a plusieurs processus communs aussi. Et j'aimerais aussi ajouter que malgré la diversité que nous avons, nous devons voir les soins palliatifs différemment, malgré
l'objectif unique. Alors, peu importe que cela va nécessiter de notre part, nous devons garder en tête que nous sommes tous là pour améliorer la qualité de vie des patients à travers nos communautés. C'est vrai, il y a plusieurs conversations et cela s'aligne avec les objectifs sur comment on pourra mieux travailler. Mais en ce moment-ci, qu'est-ce qui est fait? OK, merci. Louise, bonjour. Par rapport à cette question ici, la partie la plus importante dans la gestion du changement culturel, selon moi, je comprends qu'il y a deux aspects importants que nous devons garder en tête pour assurer le changement de culture. Premièrement, en tant que professionnel de santé, nous avons le défi de traduire notre libellé ou nos formulations typiques, vu que quand on parle avec nos collègues ou les autres membres de l'équipe, les collègues, le langage qu'on utilise entre collègues, comparé au langage qu'on utilise avec les familles ou les patients, il y a un défi de communication là que nous devons gérer. Et l'autre aspect est relié d'une certaine manière à cet aspect, c'est pour nous de sortir des murs ici. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons sortir de la structure de soins de santé où nous travaillons au Brésil. Nous avons un terme qu'on appelle comme l'intersectorialité. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous autres. Par exemple, dans le secteur ou le domaine de santé, on doit parler à d'autres domaines. Par exemple, le secteur des soins de santé devait parler au secteur de l'éducation. On prend les thèmes de soins palliatifs pour éduquer les enseignants et on leur demande de parler de ça à leurs élèves et étudiants afin de leur permettre de parler des soins palliatifs ainsi que des sujets liés à la mort. Parce que à un moment donné dans leur vie, ils feront face à ce genre de situation. Donc, peut-être ils verront quelqu'un qui est malade ou peut-être quelqu'un qui mourra. Et ils devront donc comprendre de ne pas avoir peur. Et pour moi, je pense que ce sont des éléments à prendre en considération, ouais, en plus des autres préoccupations liées à ce thème. Merci. À Paname, ma réponse est très similaire à ce qu'il vient de dire. Vous savez, une partie, c'est la formation en éducation. C'est très important. Les lignes directrices de pratique clinique, c'est très important de former le personnel et de leur faire part des pratiques exemplaires. Et nous devons aussi mobiliser les gens et avoir les conversations difficiles et nous devons nous rassurer que ces conversations ne se produisent pas lorsque quelqu'un est malade. Alors là, ça deviendra une stigmatisation. Et les gens vont se dire, oh, je n'aimerais pas avoir cette conversation. Parce que si j'ai cette conversation maintenant, cela voudrait dire que je serai en fin de vie. Mais nous devons voir comment encourager ces conversations à d'autres moments propices, tels que lors des soupers, tels que dans des bibliothèques. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et quelles sont nos croyances personnelles dont les praticiens en soins de santé comprennent qui est la population et comment la population approche les différents concepts de soins de fin de vie, de mort. Alors, c'est important d'avoir ces conversations très tôt et pas juste dans le secteur des soins de santé. Alors, il va falloir que je m'arrête ici, vu que on approche la fin de notre plage horaire ici. Nous avons plusieurs questions ici que vous avez envoyées. Nous allons les envoyer
à nos panélistes. Donc, merci d'avoir soumis toutes ces questions. Si seulement on avait plus de temps. Avant de conclure, j'aimerais remercier les panélistes. Ils ont joué un rôle excellent. On va envoyer les questions aux panélistes et ils vont répondre à vos questions et on va vous envoyer les réponses. Et merci beaucoup à vous, lui, Olivia, CEA, tout le monde et le public ici à Montréal et tous ceux qui sont avec nous en ligne. Merci à vous tous de votre participation. Et j'espère que nous allons prendre ce que nous avons entendu ici aujourd'hui. Nous allons prendre ça pour appliquer cela dans nos établissements respectifs. Et pour conclure, j'aimerais prendre un instant pour vous inviter à penser à la signification ou à la définition des soins palliatifs. Et je sais qu'il y a plusieurs personnes ici qui ont soumis des vidéos témoignant des soins palliatifs. Il y a des vidéos que vous avez soumises dans vos différentes langues. On a reçu plus de 100 vidéos. On ne va pas vous montrer toutes les 100 vidéos. On va publier un lien sur le site web pour vous permettre d'avoir accès à toutes les vidéos. Il a fallu choisir juste quelques vidéos ici aujourd'hui. Alors, regardez les vidéos. Et ceci facilite aussi le processus pour leur famille. Je crois que les soins palliatifs doivent être offerts à tout le monde. Et on voit ici que chaque émotion, on veut se rassurer que le sourire demeure, même quand nous nous préparons pour la fin de vie. Et les soins palliatifs veulent dire de marcher avec les individus et leurs familles tout au long d'un parcours intense. C'est tellement important parce qu'en effet, ça nous permet d'améliorer la qualité de vie et d'offrir de la compassion. Et on voit ici comment améliorer la qualité de vie ou d'honorer les vœux des gens. Alors pour moi, c'est d'offrir la meilleure qualité de vie pour améliorer la qualité de vie face à ce moment d'incertitude. Donc offrir de la compassion, de l'éducation et des choix. Et c'est question de dire ici que votre vie compte, vous êtes important et nous allons vous nous allez nous manquer. Et c'est de marcher avec les patients et leurs familles. Et, la première ligne de traitement que tout le monde devait recevoir, c'est la compassion. Et marcher avec quelqu'un, avec un esprit d'hospitalité, être en partenariat avec les familles et les patients.
Et nous devons nous rassurer d'offrir la meilleure qualité de vie et nous devons nous rassurer que les clients meurent avec dignité. Les relations, la dignité à tout moment, la compassion et le souci du détail. Et nous devons être capables de former tout le monde et d'offrir des soins adéquats et holistiques, les connaissances et la compassion, la qualité et la compassion. L'amour et la connexion, c'est d'aller au-delà et de faire un peu plus, de comprendre la nature de l'expérience humaine, l'humanité en service de soins, la dignité et le soutien. Honorer l'héritage. En effet, c'est l'essence de l'excellence en soins de santé. Merci à vous tous. Profitez du reste de la conférence. Merci de votre participation ici aujourd'hui. Merci.